La France perd peu à peu de son influence en Afrique. Un sentiment anti-français est maintenant solidement implanté sur le continent, au sein de la population, voire au sein de certains régimes politiques. Et au contraire, la Russie semble avoir le vent en poupe et est d'ailleurs accusée d'être au moins en partie responsable de la perte d'influence française. Mais qu'en est-il réellement? On va essayer de comprendre tout ça, et pour ça, on va commencer par remonter un peu dans le passé. Mais avant ça, je vais vous parler une minute du sponsor de cette vidéo, CyberGhost. CyberGhost, c'est un VPN, et un VPN, c'est un logiciel qui vous permet de naviguer sur Internet en toute sécurité, et de parfois dénicher des bons prix lorsqu'il s'agit de réserver des vols, des hôtels, etc. En gros, CyberGhost va vous permettre de masquer votre adresse IP et de vous localiser à l'étranger. Et c'est ça qui va vous permettre d'accéder à des prix plus abordables, parce qu'on sait que sur des hôtels par exemple, les prix ne sont pas les mêmes selon le pays depuis lequel on les consulte. Et ça permet aussi d'accéder à des catalogues plus fournis sur les plateformes de streaming avec le même principe de localisation à l'étranger. Ici, on parle de 40 bibliothèques de streaming. Vous les connaissez, c'est Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Ensuite, côté sécurisation, CyberGhost chiffre vos données et redirige l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Donc admettons que vous soyez en voyage je ne sais où, et bien si vous vous connectez à des Wi-Fi dans des hôtels ou des restaurants par exemple, et bien vous aurez cette protection supplémentaire. Et vos données de navigation ne sont pas sauvegardées sur le long terme, donc ça offre aussi cette garantie de confidentialité de navigation. CyberGhost, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs et plus de 4 étoiles sur 5 sur le site Trustpilot, donc c'est plutôt rassurant. Et en utilisant ce lien que vous retrouverez en description, vous bénéficiez d'un abonnement utilisable sur 7 appareils différents, donc que vous pouvez partager avec vos amis ou votre famille, pour seulement 2 € par mois et 4 mois offerts. Donc à 24 € par an, si vous partez une ou deux fois en week-end ou en vacances tout en réservant via CyberGhost, eh bien vous êtes déjà rentable. Et sinon, c'est garanti satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Donc faites-vous votre avis par vous-même en utilisant le lien en description. Ah oui, et ça permet aussi de soutenir la chaîne, donc merci. 1945. La Seconde Guerre mondiale prend fin. La France est toujours une puissance coloniale, mais pas pour longtemps, puisqu'aux alentours de 1960, la quasi-totalité de ces colonies africaines obtiennent leur indépendance. Malgré cela, la France reste soucieuse de garder une influence, un précaré en Afrique, d'une part pour une ambition nationale, être influent à l'étranger est un signe de grande puissance, et d'autre part dans le contexte plus global de la guerre froide. Car la France, en tant que pays occidental, participe à contrer l'influence soviétique en Afrique en y restant solidement implantée. Des accords sont donc passés avec les États anciennement colonies françaises, des accords économiques, financiers et de défense. Par ces accords, la France cherche à garder une certaine domination sur ses anciennes colonies, une espèce de tutelle via le franc CFA, en imposant la préférence aux entreprises françaises lorsqu'il s'agit de faire des affaires, ou en maintenant des troupes françaises sur place. De cette situation naîtra les expressions de France-Afrique et de gendarmes de l'Afrique. Cette dernière fait notamment référence aux interventions françaises ayant pour but de maintenir au pouvoir ou de mettre au pouvoir des dirigeants acquis à la cause française pour justement maintenir cette influence dans le pays concerné. On peut citer quelques exemples. En 1959-60, les services secrets français tentent de renverser le gouvernement de Sékou Touré en Guinée-Conakry qui avait refusé de s'aligner sur la France après l'indépendance. Ce coup d'État échoue. En 1964, une opération pour rétablir le président Léon Mba au Gabon est mise en place. La France lui forcera ensuite la main pour laisser la place à un certain Omar Bongo, favorable à la France, et qui restera président pendant 41 ans jusqu'à sa mort, pour laisser ensuite sa place à son fils, Ali, qui de son côté a été victime d'un putsch durant l'été 2023, après 13 ans au pouvoir. En 1979, la France monte l'opération Caban pour destituer le dictateur Bokassa en Centrafrique. Ce dernier, ancien militaire dans l'armée française, en plus d'être anticommuniste, a d'abord été très proche de la France, mais s'en est éloigné notamment lorsqu'il voulut se rapprocher du régime de Mouammar Kadhafi en Libye. Il fut destitué et son prédécesseur et cousin, David Dacko, fut remis en place 13 ans après avoir été évincé. Cela avec l'aide de la France via l'opération Caban. Voilà pour ces quelques exemples. Alors cette dynamique va durer jusqu'au début des années 90, mais avec la chute de l'URSS, la dimension protéger l'Occident contre l'influence soviétique en Afrique devient obsolète et au-delà de ça, la France souhaite changer de méthode. En 1990, lors de son discours de la Baule, François Mitterrand déclare vouloir conditionner l'aide au développement en Afrique à des progrès en matière de démocratie. Et en 1999, le ministère de la Coopération, ministère créé par De Gaulle en 1959 et qui avait pour vocation de s'occuper des pays ayant acquis leur indépendance vis-à-vis de la France, est supprimé ou plutôt intégré au ministère des Affaires étrangères. En fait, tous les derniers présidents français expliquent vouloir en finir avec la France-Afrique. Et s'il y a bien une évolution à partir des années 90, dans les faits, il y a toujours la volonté de maintenir des relations privilégiées.
Et d'ailleurs, dans les années 90 et 2000, la France continuera à intervenir en Afrique. On peut également citer quelques cas. Par exemple, le rôle de la France dans le génocide rwandais de 94, qui souhaitait maintenir en place le président Juvénal Habyarimana dans le cadre de la guerre civile rwandaise qui faisait rage depuis 90. Une commission d'enquête française indépendante a reconnu la responsabilité de l'État français dans ce génocide par son inaction ou à minima du fait qu'elle ait tardé à réagir face au massacre en cours. On peut également évoquer le cas de la guerre civile en Côte d'Ivoire entre 2002 et 2004. La France intervient à la demande du pays suite à une menace imminente, mais sa présence n'est pas assumée par la force politique en place. La France, elle, qui se place plutôt en tant que force d'interposition entre les deux belligérants, est accusée de ne pas faire un travail suffisant, voire de pactiser avec l'ennemi, et un sentiment anti-français émerge. Ça avait même mené à des attaques de forces ivoiriennes contre l'armée française. Et on notera également le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar, au Sénégal, en 2007, où il déclare « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. » Cette phrase a été très mal prise en Afrique, vue comme une marque de mépris et semblant effacer la riche histoire africaine, notamment précoloniale, certes méconnue en Occident, mais qu'un président français ne devrait pas ignorer lorsqu'il s'adresse aux nations africaines. Donc si on récapitule un peu, on peut jusqu'ici dégager deux périodes post-coloniales. La période qu'on appelle de la France-Afrique, qui dure environ jusqu'au début des années 90, et une période s'étalant ensuite jusqu'à la fin des années 2000. Durant la période de France-Afrique, la France joue franchement le jeu de l'influence sur le continent. On peut schématiser le deal de la manière suivante. La France maintient en place des régimes, peu importe leur nature, en échange d'un alignement géopolitique et d'une préférence économique. Et ensuite, même si elle semble un peu se désengager durant la seconde période, elle y reste active et tente tout de même de maintenir son influence, maladroitement à certaines occasions, comme on l'a démontré plus tôt. Alors si je vous raconte tout ça, si je vous donne ces quelques exemples, c'est dans le but de vous montrer que même s'il y a eu de l'aide au développement de la part de la France, on est quand même sur un demi-siècle d'ingérence et de maladresse. On a donc un bon terreau qui permet d'entretenir un sentiment anti-français, et cela avant les événements des années 2010 et l'arrivée plus massive de l'influence russe. Alors le point de bascule qui nous projette dans la dernière période, c'est la guerre civile libyenne de 2011. Une coalition internationale intervient à l'initiative de la France et avec l'accord de l'ONU. Ça mènera à la chute de Mouammar Kadhafi et de son régime, mais surtout au chaos dans le pays et à la diffusion de stocks d'armes et de munitions et de combattants à travers le Sahel qui viendront alimenter tout un tas de groupes armés, rebelles, indépendantistes ou djihadistes. Cet afflux d'armes va notamment permettre à des groupes de prendre le contrôle du nord du Mali et de menacer la capitale, Bamako, en 2013. Le Mali demande l'aide de la France pour stopper cette avancée, et c'est alors que l'opération Serval est lancée. Elle durera jusqu'en 2014, puis sera remplacée par l'opération Barkhane, dont la zone d'intervention est étendue à une bonne partie du Sahel. Elle remplace notamment l'opération Épervier, qui était en cours au Tchad. Finalement, Barkhane a pour objectif de lutter contre les groupes armés djihadistes dans le Sahel, avec un renforcement des effectifs sur place, ce qui, mécaniquement, augmente la visibilité de la présence française au Sahel aux yeux des populations. Et cette présence depuis 2013 a eu des répercussions sur l'opinion publique, et notamment malienne. En 2013, par exemple, des rebelles indépendantistes touaregs du nord du Mali prennent la ville de Kidal, qui était alors aux mains des djihadistes. Et ces rebelles touaregs déclarent collaborer avec les forces françaises. Donc la France aurait donné un coup de pouce aux Touaregs pour déloger les djihadistes. Et ça s'inscrit dans la logique de Barkhane, lutter contre le terrorisme au Sahel. Le problème, c'est que l'État malien, évidemment, n'accepte pas que la France appuie les Touaregs, puisque pour eux, ce sont juste des rebelles indépendantistes. Ça crée donc une situation un peu embarrassante. Le Mali appelle à l'aide la France pour se débarrasser des djihadistes, mais cette dernière semble collaborer avec un autre des adversaires du Mali. C'est quelque chose qui est vraiment mal passé. Et peu importe dans quelle proportion les forces françaises ont collaboré avec les Touaregs, et si elles ont eu raison ou non de le faire à ce moment-là, le résultat est là. La réputation de la France est encore entachée, et des manifestations anti-français ont lieu dès 2013 à Bamako. Finalement, Barkhane va durer 8 ans, jusqu'en 2022, et elle est considérée comme un échec par les détracteurs de la présence française en Afrique, car la menace terroriste dans le Sahel, même si elle a été contenue, n'a pas du tout été éliminée. Donc, entre l'intervention en Libye qui déstabilise tout le Sahel, puis l'opération Barkhane vue comme un échec, tout ça donne des billes à celles et ceux qui aimeraient voir la France quitter le continent. Mais finalement, et les Russes dans tout ça ? Alors déjà, il faut savoir que la présence russe sur le continent africain est ancienne. Ce n'est pas pour rien qu'on évoquait la nécessité de la France de contrer l'influence soviétique sur le continent durant la guerre froide. Durant cette période, Moscou finance des mouvements révolutionnaires et indépendantistes, tels que le Parti communiste en Afrique du Sud, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le Front de libération du Mozambique, ou encore l'Union du peuple africain du Zimbabwe.
L'URSS envoie sur le continent des conseillers militaires pour former les militaires et élites africaines et invite environ 25 000 Africains à étudier en URSS. Par exemple, Shogel Maïga, Premier ministre du Mali actuel, a étudié à Minsk puis Moscou durant la période soviétique. Cette proximité crée forcément des liens. Après la chute de l'URSS, la Russie perd de son influence en Afrique pour presque 20 ans et elle renoue avec le continent à la fin des années 2000 avec des visites officielles des présidents Poutine et Medvedev et rouvre 40 ambassades sur le continent durant la décennie 2010. Elle envoie des représentants à l'Union africaine, à la CEDEAO, à la Communauté d'Afrique de l'Est et des sommets diplomatiques Russie-Afrique sont même organisés en 2019 et 2023. Ces dernières années, la Russie a également signé des accords de défense avec un certain nombre d'États africains, une trentaine en 2022. Ces accords de défense peuvent inclure du commerce d'armes, d'ailleurs la Russie n'a jamais cessé d'exporter des armes sur le continent depuis les années 60, mais également par exemple de la formation militaire ou bien encore de l'appui russe sur le terrain. Et c'est la partie la plus visible depuis plusieurs années, puisque cet appui sur le terrain est largement opéré par la fameuse société militaire privée, Wagner. En fait, on peut séparer les activités russes en Afrique en deux dimensions. On a la partie diplomatie interétatique, plus classique, et la partie un peu plus informelle, puisqu'un certain nombre d'activités sont réalisées par des groupes privés comme Wagner, avec l'aval de Moscou. Les premiers signes d'activité de Wagner en Afrique sont visibles en 2017 au Soudan, où des éléments sont employés à des fins de formation militaire et de sécurité. En 2018, on les aperçoit en Centrafrique, où ils s'implanteront solidement ensuite. Des éléments sont notamment en charge de la protection du président Faustin Archange Touadéra, mais sont également employés dans le cadre de formation militaire et aussi sur le terrain, au combat, face à des groupes rebelles. Dans les domaines de sécurité et défense, ils sont également présents au Mali, en Libye, et ponctuellement à Madagascar, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, aux Comores, et peut-être en Érythrée, en Guinée ou au Burkina Faso. Et ils ont également été présents au Mozambique en 2019, où ils ont été employés pour lutter contre l'État islamique. Mais cette mission a été plutôt un échec puisqu'ils ont dû se retirer après quelques mois d'activité seulement, sans progrès sur le terrain. À côté de leur présence physique, Moscou et Wagner sont passés experts dans les domaines de l'influence et de la désinformation. En Centrafrique, par exemple, Moscou finance la radio Radio Lengo Songo, et sous couvert d'anonymat, un éditeur travaillant pour la radio a déclaré que du personnel de l'ambassade russe avait un droit de regard sur le contenu diffusé, sans que cette information soit vérifiable. Et ce genre d'influence est également pratiqué dans la presse papier. En Centrafrique, les radios ou la presse papier vont être privilégiées car la couverture Internet est encore limitée. Mais au Mali, en revanche, la propagande sur Internet a été davantage utilisée, tenant un discours anti-français en expliquant que la présence française au Mali n'avait que pour but de piller les ressources du pays, que la France entretenait les rivalités tribales et régionales et ne partageait pas les renseignements militaires avec leurs homologues maliens. À force de ces discours, le sentiment pro-russe est devenu peu à peu organique, et lorsque ce stade est atteint, la Russie peut donc alors compter sur de vrais Africains, derrière leur ordinateur ou téléphone portable, pour louer les actions russes et dénigrer la présence française. En Afrique de l'Ouest, 4 États vivent sous des régimes issus de putsch récents: la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les régimes maliens et burkinabés collaborent clairement avec Moscou et ou Wagner sur le plan de la sécurité, et il est encore trop tôt pour dire ce que fera le Niger à ce niveau-là, mais le nouveau régime ayant reçu le soutien du Mali et du Burkina Faso pourrait bien prendre la même voie. Alors il ne faut pas forcément croire que Wagner est à l'origine de ces coups d'État, qu'elle agit dans l'ombre. Disons plutôt que par ses actions d'influence et de désinformation, elle crée des situations favorables aux coups d'État. Et ensuite, on a des militaires opportunistes qui sautent sur l'occasion et qui derrière souhaitent plutôt collaborer avec des Russes plutôt qu'avec des Français. Sans oublier la Centrafrique où Wagner est présente depuis des années également. Alors la France de son côté a critiqué les coups d'État qu'on vient d'évoquer, mais en parallèle, elle soutient l'actuel chef d'État tchadien, Mahamat Idriss Déby, arrivé au pouvoir en 2021 suite au décès de son prédécesseur, qui n'était autre que son père, arrivé au pouvoir via un coup d'État en 1990 avec l'aide de la France. Et cette succession s'est faite hors de tout cadre constitutionnel. C'est donc une autre critique qui est faite à la France. Elle critique les prises de pouvoirs illégales dans certains cas, mais les soutient lorsque le nouveau chef d'État va dans le sens des intérêts français. Donc si on récapitule un peu, le processus de montée de l'influence russe sur le continent africain s'appuie sur plusieurs phénomènes. La Russie travaille ses liens diplomatiques avec ses partenaires africains via ses ambassades, via des échanges économiques, et utilise également des outils d'influence comme les médias Sputnik ou Russia Today. En parallèle, la société privée Wagner est utilisée, elle aussi pour faire de l'influence, mais en utilisant les médias locaux ou via les réseaux sociaux, notamment en utilisant ce qu'on appelle des armées de trolls, c'est-à-dire des individus parfois payés pour diffuser des informations en faveur de la Russie. Et d'ailleurs, si vous cherchez bien, vous devriez pouvoir en trouver dans les commentaires de cette vidéo.
Wagner est présente aussi physiquement, d'abord pour protéger les chefs d'État plutôt proches de la Russie, mais également pour du maintien de l'ordre, voire pour de la lutte directe contre des groupes rebelles, djihadistes ou d'opposition. Et le tout est facilité par le sentiment anti-français préexistant et qui prend sa source durant les périodes coloniales de France-Afrique et les suivantes déjà décrites plus tôt dans la vidéo. Mais finalement, d'un point de vue africain, est-ce bien grave que la Russie semble en quelque sorte remplacer la France dans ces pays ? Les régimes en place l'ont souhaité et leur libre arbitre et leur souveraineté leur permet de s'émanciper davantage de l'ancienne puissance coloniale. Donc quel est le problème ? Eh bien, si les méthodes françaises ont pu être discutables durant ces 50 dernières années, et encore aujourd'hui, celles de la Russie et de Wagner le sont largement également. Et ici, on parle de la désinformation de masse et surtout des pratiques du personnel de Wagner sur le terrain. Des exécutions sommaires de civils, voire massacres de villages entiers ont été reportés, ainsi que des pillages. Malheureusement, ces actions sont régulièrement perpétrées de manière commune avec les forces armées locales. Dans de nombreux cas rapportés de tueries de civils, ce sont en fait souvent des situations où des rebelles sont soupçonnés de se cacher dans un village parmi les civils, et les personnels de Wagner, accompagnant ou non les forces armées locales, ne s'embêtent pas à faire le distinguo entre civils et rebelles. Ensuite, Wagner a pour but également de mettre la main sur un certain nombre de ressources, et notamment minières. En échange de ses services, la société russe obtient d'États africains le permis d'exploitation de mines. Mais alors, pourquoi Wagner semble-t-elle soutenue par les populations locales ? Car en effet, on a vu beaucoup de manifestations pro-russes, voire pro-Wagner, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux. En fait, la Russie trouve essentiellement du soutien auprès de populations plutôt jeunes et urbaines, mais beaucoup moins auprès des populations davantage rurales et qui sont celles qui sont le plus souvent les victimes des conflits. Sauf que les populations qui ont la possibilité de s'exprimer dans la rue ou sur les réseaux sociaux sont surtout urbaines et souvent jeunes. Et du côté des dirigeants de ces États africains, l'avantage de collaborer avec Wagner, c'est que leur relation est contractuelle. L'État africain paye, Wagner exécute. C'est simple. Tandis qu'on a vu qu'avec la France, la collaboration était différente, ce qui mène parfois à des situations conflictuelles. On l'a vu avec le cas de Kidal au Mali ou avec la guerre civile en Côte d'Ivoire au début des années 2000. Alors comment réagit la France face à tout cela ? Eh bien la France essaye de gommer cette image néocolonisatrice. Aujourd'hui, en termes militaires, l'objectif est plutôt de se rendre plus discret et de réduire ses interventions sur le terrain pour laisser la main aux armées locales, mais tout en maintenant une présence servant essentiellement à la formation de ces armées locales, même si cette dimension formation n'a en fait rien de nouveau. Concrètement, ça voudrait dire réduire les effectifs permanents et transformer le rôle des bases militaires d'Abidjan, Dakar et Libreville, qui servaient surtout de point d'appui pour les opérations extérieures, pour en faire surtout des centres de formation. Une stratégie qui peut être payante quant à l'objectif de redorer le blason français, atténuer les impressions de France-Afrique, néocolonialisme, etc., mais dont on peut douter de l'efficacité lorsqu'il s'agit de contrer la stratégie russe, bien plus directe et agressive. Car si la France a montré une volonté de s'armer sur le plan du combat informationnel, il y a encore du chemin à parcourir pour être en mesure de contrer une machine à propagande bien huilée. D'autant qu'il est toujours bien plus difficile de démontrer qu'une information est fausse que de créer et diffuser cette fausse information. Alors au moment où j'enregistre cette voix off, on est seulement quelques jours après la mort du président de Wagner, Evgeny Prigojine, ainsi qu'un certain nombre des cadres du groupe, et il n'est pas encore tout à fait clair sur quelle direction vont prendre les activités de Wagner. Ce qui est certain, c'est que le régime de Vladimir Poutine a intérêt à maintenir ses activités en Afrique. Donc ces activités vont-elles passer sous contrôle de l'État ? Poutine va-t-il faire en sorte d'avoir à la tête de Wagner un fidèle ? On verra. Dans tous les cas, son intérêt reste d'affirmer l'influence russe en Afrique. Le monde occidental perd de sa suprématie, les États émergents s'affirment de plus en plus, et l'objectif de la Russie est de prendre en quelque sorte sa part du gâteau. Ne pas rester sur la touche face à d'autres puissances comme la Chine, l'Inde, le Brésil ou encore la Turquie, et son influence en Afrique est un des outils de son affirmation internationale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, aidez-moi à la mettre en avant en mettant un pouce en l'air ou en la partageant ou en mettant un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et comme d'habitude, je dis un énorme merci à tous les gens qui me soutiennent financièrement sur Tipeee. Vraiment, merci beaucoup. Je vous rappelle aussi qu'en cliquant sur le lien en description, vous pouvez bénéficier de la promo sur CyberGhost. Ça permet aussi de soutenir la chaîne. Je vous rappelle les principaux avantages: navigation sécurisée, accès à des prix réduits et accès à des catalogues plus fournis sur les plateformes de streaming. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!